Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur l'adoption Microsoft. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde se joigne à nous et puis on va pouvoir démarrer. Très bien, je pense qu'on va pouvoir doucement commencer, en attendant que les dernières personnes arrivent. Donc c'est parti. Donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être présents pour ce webinaire aujourd'hui sur qui a la thématique donc 5 clés pour réussir l'adoption de Microsoft 365 dans votre compagnie. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez probablement déjà investi dans Microsoft 365 ou que vous êtes en train d'envisager de le faire et que vous n'êtes pas les seuls. Il y a des millions d'entreprises à travers le monde qui utilisent M365, mais il y a un constat qui s'impose, c'est que beaucoup n'en tirent pas pleinement parti. On voit souvent qu'il y a des licences achetées, mais qui ne sont pas toujours parfaitement utilisées, des outils déployés, mais les employés d'une organisation ne les utilisent pas, ou alors de manière un peu superficielle. On a des fichiers qui peuvent rester sur des disques durs, une collaboration qui va se limiter aux emails. Bref, des équipes qui peuvent passer à côté du véritable potentiel de Microsoft 365. Donc aujourd'hui, on souhaite vous donner des clés pour réussir cette adoption. 5 clés. Et donc pour ce faire, aujourd'hui, je vais être accompagné d'experts qui viennent d'ITED. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Donc peut-être Pierre, je peux te laisser la main pour commencer le tour de table. Oui, donc bonjour, Pierre Darcy. Donc, je suis un spécialiste Microsoft 365 pour les solutions ITED. Donc, mon rôle en général, finalement, est d'accompagner et puis essayer de maximiser les outils Microsoft 365 avec nos différents clients. Donc, on les accompagne tout au long selon trajet finalement qui est l'adoption puis la maximisation finalement des outils que Microsoft peut nous mettre à disposition. 100%. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal Laframboise. Je suis directeur de compte ici chez Solutions ITED. Rapidement, pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est Solutions ITED, en fait, on est un fournisseur de solutions technologiques. Donc, on est basé ici au Québec. On est un one-stop shop au niveau des technologies. Donc, on offre du service, de la sécurité. On peut offrir du cloud, des backups. On peut offrir de l'Internet. Donc, tout ce que vous pouvez avoir besoin au niveau technologique, on est capable de vous l'offrir. Évidemment, on a un département de projet dont Pierre fait partie pour la livraison de projets, justement, pour l'adoption de Microsoft 365. Donc, c'est un peu ce qu'on offre ici là, chez ITED. Guirec, de ton côté, si tu veux présenter Jint. Bien sûr, donc j'ai fini le tour de table. Donc enchanté tout le monde. Donc moi je suis le directeur général de Jint Canada. Donc Jint, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans la création de ce qu'on appelle des extensions de Microsoft 365. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On complète les solutions natives sur ce qu'elles font parfois pas assez bien. Et donc on est vraiment des spécialistes nous de l'intranet, de la digital workplace pour l'anglicisme. Et on a 2 implantations, donc à Paris et à Montréal. Et aujourd'hui, on accompagne un peu plus d'1 million d'employés dans le cadre de leur mise en place de leur intranet dans le monde. Donc voilà. Écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Je vais pouvoir vous présenter un petit peu l'agenda. Donc, globalement, on va parler, donc, comme je disais, de 5 clés pour maximiser l'adoption de Microsoft 365 dans votre organisation. Quelles sont ces 5 clés ? La première, déjà bâtir son organisation TI sur des fondations solides. Ensuite, on parlera de comment faire de l'adoption un projet d'équipe.
La troisième partie sera vraiment concentrée sur le fait de comment maximiser cette adoption en se concentrant sur des cas d'usage précis. Ensuite, on partira plutôt sur comment on va créer une expérience employée qui soit satisfaisante et donc faire en sorte que les outils soient utilisés. Et enfin, on parlera d'accessibilité, car tout ça ne fonctionne pas si les outils ne sont pas accessibles à tous. Voilà un petit peu pour les 5 étapes qui vont être discutées aujourd'hui. Et en introduction, je vais doucement me tourner vers toi, Pascal. C'est que la première chose qu'on a besoin de savoir avant de parler d'adoption, c'est qu'est-ce qui se passe quelque part si les outils ne sont pas adoptés, mal adoptés. Et donc, je sais que c'est des cas auxquels vous êtes confrontés souvent chez ITED avec vos clients. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ça en introduction? Oui, assurément. Il y a principalement 5 grands facteurs sur l'adoption un peu inefficace, qu'on pourrait dire, de Microsoft 365. La première, évidemment, c'est une raison pécuniaire qui est notre retour sur l'investissement. Comme on le sait, Microsoft, historiquement, les gens l'utilisent la majorité du temps pour les outils comme Word, Excel, PowerPoint, les courriels à peu près. Donc, c'est ce qu'on est habitué de faire quand on utilise notre suite Office, qui sont des outils qui sont encore présents. La réalité derrière ça aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de niveaux de licences qui existent chez Microsoft. On peut parler des licences standard, premium, des E3, des E5. Chacune de ces licences-là viennent avec une panoplie de fonctionnalités qui souvent n'est pas mise de l'avant de façon systématique par Microsoft ou par les intégrateurs de ces solutions-là. On n'a qu'à parler de Loop, toutes les Power Automate, Power BI pour la gestion des données, ces trucs-là. On a aussi tout ce qui a rapport avec les whiteboards qu'on peut avoir aussi pour la discussion à ce niveau-là. On peut avoir les planners pour la gestion de projet. Donc, il y a une panoplie d'outils qui existe, qui est à portée des utilisateurs et souvent qui n'est pas utilisé. Donc, on estime, selon Forrester, là, à peu près une perte de 162 $ par utilisateur là, par année, en fait, pour une malgestion de justement ces outils-là, ultimement, dans un premier temps. Deuxièmement, on a une diminution de la productivité. Donc, il y a 47 % des utilisateurs, comme j'expliquais, qui ne savent pas comment les applications fonctionnent, comment utiliser les applications, ne savent pas comment y avoir accès et ne comprennent pas les bénéfices qu'elles peuvent apporter ultimement. Donc, ça fait en sorte que il y a une stagnation un peu du développement du travail collaboratif qu'il peut avoir au sein d'une entreprise. Donc, les collaborateurs d'une entreprise vont utiliser des processus qui sont lourds avec des outils souvent externes. Donc là, on se retrouve avec 5, 6, 7, 8, 9 solutions qu'on paye des licences à 5, 6, 7, 8, 9 endroits. Ultimement, potentiellement, toutes ces fonctionnalités-là existent au sein de l'écosystème Microsoft 365. Donc, on pourrait avoir encore là un côté pécunier du fait d'économiser sur des licences qu'on paye de façon inutile. Évidemment, ça peut apporter une insatisfaction au niveau des employés. Pour des employés, des systèmes de communication interne peuvent être lourds, peuvent être durs à comprendre. Est-ce que cette demande-là, ce besoin-là nécessite un courriel? Est-ce que ça nécessite un appel Teams? Est-ce que ça nécessite un petit message rapide? Est-ce que je me lève de mon bureau et je m'en vais voir mon collègue de travail? Donc, avoir une façon de communiquer à l'interne qui est sain, si des employés viennent de compagnies où ça a déjà été vraiment très bien fait, arrivent chez vous et que c'est complexe, c'est un peu casse-tête, pour l'adoption d'un nouvel employé, le onboarding d'un nouvel employé, ça peut devenir un peu mélangeant très rapidement et ça peut devenir frustrant en fait pour eux, à savoir comment ça fonctionne ici, comment on fonctionne ici là, au niveau de communication. Évidemment, si on parle de la sécurité, parce qu'en 2025, on ne peut pas passer sous silence la menace de la sécurité informatique. Donc, un écosystème qui est mal monté avec des espaces collaboratifs comme SharePoint et OneDrive, on peut avoir des fuites de données, justement. On peut avoir des partages qui ne sont pas désirés, mais qu'on ne sait même pas que des gens ont accès à certains trucs à l'interne parce qu'on n'a pas la bonne gestion de ces données-là. On va parler un petit peu plus tard avec l'adoption, évidemment. Et ça peut devenir un obstacle vraiment rapide à la transformation numérique parce qu'il y a un découragement, en fait, qui va se faire au final pour certaines compagnies parce qu'ils vont dire « c'est trop compliqué, je ne comprends pas ce dans quoi je m'embarque, donc je vais simplement abandonner le projet. » Et là, on peut prendre du retard, en fait, parce que là, on parle des fondements de tout ça. Là, aujourd'hui, on va arriver avec des licences d'intelligence artificielle, on va arriver avec des besoins d'intelligence artificielle. Donc, les gens, sans avoir le fondement nécessaire, là, ils se sont dit « ah, je veux de l'IA, je veux avoir de l'IA. » Mais ultimement, si tu n'as pas les bonnes bases, on ne peut pas continuer plus loin à ce niveau-là. Donc, c'est principalement les grandes lignes de pourquoi c'est difficile, en fait, ou c'est quoi les conséquences d'une mauvaise adoption. Et aujourd'hui, on est là pour idéalement aider les gens à faire une adoption plus saine là, de ces outils-là. Bien sûr. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Pascal, il y a coché tous ces points-là. On pourrait les détailler pendant des heures, d'ailleurs, parce que c'est des sujets passionnants, mais à la fin,
ça peut créer un problème de productivité et de compétitivité de l'organisation. Et ça, pour un gestionnaire d'équipe ou un président, un directeur, c'est pas tolérable. Donc, c'est-à-dire que c'est l'insatisfaction des employés, des fuites de sécurité, etc. Ça va créer un désalignement de ce que je fais. Et donc, il y a vraiment besoin d'aligner l'organisation au bon niveau. Exact. Commençons directement avec du coup, le premier point, la première clé pour cette adoption-là. Donc, on ne peut pas bâtir quelque chose sur des fondations qui ne sont pas solides aujourd'hui. Donc, quelles sont les fondations qu'on a besoin d'avoir lorsqu'on veut faire lorsqu'on veut une adoption des outils Microsoft dans son organisation? Ben, c'est sûr et certain que c'est une expérience employée à ce niveau-là. Donc, on a besoin d'avoir des bases solides. On l'a dit tantôt, l'infrastructure, l'architecture, la façon que c'est fait. On ne peut pas, on le dit tout le temps, on ne peut pas construire une maison sur des cendres mouvants, évidemment. Donc, il faut avoir des fondations solides, il faut avoir des fondations techniques pour s'enligner avec la productivité et l'engagement de nos employés à ce niveau-là. Pierre-Yves, tu peux peut-être nous en parler un peu plus. Un projet pour bâtir des fondations solides va souvent passer par une migration initiale. Donc, souvent, les données d'une entreprise sont un peu partout. On doit commencer par les centraliser et faire cette migration-là. La question que je me fais souvent dire par mes clients, c'est je vais être dans le cloud. Ça implique quoi, Pierre-Yves, être dans le cloud? Mais comme tu montres, en fait, les 4 étapes ici qu'on peut voir à l'écran, je dirais que la majorité du temps, c'est avoir une bonne analyse puis une bonne planification permet d'avoir finalement un cheminement vers le cloud qui est le plus smooth possible, on va dire. Donc, penser à comment est-ce qu'on va amener l'information, quel type d'information je veux amener dans mon infrastructure, de partir d'un système de fichiers vers une migration SharePoint ou Teams pour la communication. Ça faut que ça se pense en amont avant de faire juste du shift and lift de documents tels quels dans SharePoint. Là, souvent, les projets sont voués un peu à l'échec. Donc, ça, c'est une première chose, c'est vraiment analyser puis penser comment est-ce qu'on amène l'information, comment est-ce qu'on va l'utiliser dans le cloud, puis qui sont les personnes qui vont les consommer que ce soit dans SharePoint, dans OneDrive, dans Teams. Au niveau de l'infrastructure puis d'Entra ID, c'est sûr que dépendamment de l'infrastructure qu'on avait avant, on se bat encore avec des systèmes qui sont legacy, donc des anciens systèmes de fichiers. Ça se peut qu'il y ait des infrastructures qui soient un peu plus désuètes. Donc, cette migration-là permet aussi de ramener une couche de sécurité supplémentaire qui nous permet d'avoir finalement une meilleure visibilité sur les données qui se trouvent dans nos infrastructures. Prendre pour exemple des fichiers qui se trouvent dans un file server sont beaucoup moins visibles, beaucoup moins intéressantes qu'une fois je les retrouve dans du SharePoint, dans du OneDrive, dans du Teams, qui finalement va me permettre d'avoir une cartographie qui est plus ou moins automatisée, on va dire, par Microsoft à la base, qui est possible de paramétriser par la suite aussi avec des solutions, comme disait Pascal tantôt, avec des licences E3, E5, dépendamment des add-ons de sécurité qu'on peut avoir. Donc ça, cette partie-là de visualiser finalement l'information va nous donner beaucoup d'avantages au niveau que ce soit de la 25, de l'exfiltration de données, de l'utilisation finalement de la consommation aussi de l'information puis la sécurisation de l'information. Le Entra ID, excuse-moi, puis arrive juste pour être sûr de bien comprendre, c'est que historiquement, comme tu l'as dit, sur des systèmes legacy, l'accès aux fichiers était géré par localement, ce qu'on appelle par exemple un Active Directory ou quelque chose comme ça. Donc, les comptes utilisateurs étaient créés là, les mots de passe étaient storés là. Ce que j'en comprends d'Entra ID, c'est qu'on est capable de faire cette gestion-là, mais directement dans l'écosystème Microsoft 365. Mais les deux se peuvent. Donc, bien souvent, les compagnies qui sont plus âgées, on va dire, ont une synchronisation qui est faite de leur domaine local vers Entra ID, qui permet d'avoir une continuité, on va dire, de la sécurisation de l'information avec les groupes qui sont déjà existants. J'essaye toujours de préconiser avec mes clients de switcher quand c'est possible, finalement, avec des groupes qui sont plus modernes. Donc, on parle des groupes M365 au niveau sécurité ou autre, mais cloud only, qui va permettre finalement une gestion beaucoup plus facile et une adoption beaucoup plus simple aussi des membres de gestion aussi qu'on peut déléguer plus facilement. Donc, il y a beaucoup d'avantages par rapport à utiliser finalement Entra comme étant son annuaire principal, on va dire, pour sécuriser ses environnements SharePoint particulièrement. On est d'accord que du jour au lendemain, c'est pas évident de changer tout ça. C'est pour ça qu'une planification à la base est quand même est nécessaire si on veut finalement avoir une adoption puis une transition assez
assez facile, puis sans heurts, on va dire, dans le temps et dans le... Ouais. Tantôt, j'ai parlé, dans les enjeux principaux, il y avait principalement de la sécurité aussi. Quand on parle de sécurité, de base, on parle de gouvernance. Avant de savoir comment protéger quelque chose, je dois savoir qu'est-ce que j'ai, puis qu'est-ce que je dois protéger ultimement, qu'est-ce qui est cher. Comment le Microsoft 365 peut m'aider dans cette gouvernance-là réalistiquement? Mais la gouvernance, moi, je la vois en deux points. Donc, il y a une gouvernance finalement d'utilisation des outils. Donc, avoir des documents d'utilisation, puis des structures finalement de comment est-ce qu'on utilise les outils pour quels besoins dans l'entreprise est quelque chose que bien souvent, malheureusement, les clients n'ont pas. Donc, on utilise un peu, comme tu disais tantôt, est-ce que j'envoie un Teams, est-ce que j'envoie un courriel, est-ce que je vais voir directement quelqu'un physiquement. Donc, l'utilisation des outils, puis pour quels besoins on va en avoir besoin. On va les utiliser, pardon. C'est sûr qu'un document comme cela peut aider finalement à avoir une meilleure adoption aussi, puis avoir un meilleur suivi, puis essayer d'entériner puis l'utilisation des outils Microsoft. Donc, que ce soit les courriels, que ce soit Teams, que ce soit tous ces outils-là, comme tu disais tantôt, Pascal, il y a énormément d'outils. Donc, plus il y en a, plus ça arrive. On parle d'AI aussi maintenant. Donc, la liste s'allonge au fur et à mesure. Donc, c'est sûr qu'avoir un document comme ça permet d'avoir une visibilité. Puis, un nouvel employé arrive dans la compagnie, comme tu disais tantôt, au moins avec un document, on est clair, j'arrive, je sais quels outils je dois utiliser pour différents cas de figure. Le deuxième pilier de la gouvernance, c'est avec les outils que Microsoft nous met à disposition. Donc là, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais pour ne pas le nommer, on a Purview qui nous permet finalement d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la donnée qu'on peut retrouver dans un environnement M365. Donc, dépendamment des licences qui sont associées aussi avec le tenant, beaucoup de solutions s'offrent à nous. Là. On parle de Purview, on a Priva, donc on a les labels d'accessibilité, on parle de DLP, on parle de recherche, e-discovery, on parle de légal. Donc, il y a beaucoup d'outils. Finalement, Microsoft nous met à disposition avec lesquels finalement on peut gérer cette gouvernance puis cette utilisation des données. Parfait. Écoutez, moi je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit et pour le voir dans énormément de projets de mise en place, en l'occurrence, moi, beaucoup d'intranets ou d'adoption Teams. De toute façon, si l'entrée ID n'est pas bien fait, à partir du moment où je veux sécuriser, dire que tel document est accessible à lui, telle application est accessible à telle population, à telle zone géographique, enfin, tout ce travail-là, après de personnalisation, de mise en place, est impossible si ces fondations-là ne sont pas là. Donc, je suis parfaitement d'accord. Et pour ceux qui veulent faire de l'IA demain, c'est encore plus vrai parce que demain, tous les droits sont basés sur ce que vous avez dit. Un petit dernier point, juste au niveau intra, le garder à jour permet aussi d'avoir une expérience finalement qui soit aussi le plus agréable possible. Donc, avoir des rôles de description, d'avoir des direct reports qui soient corrects. Donc, ça permet de générer automatiquement les organigrammes, de voir dans quel département je me trouve, c'est quoi mon numéro de téléphone, c'est quoi mon adresse, c'est quoi mon bureau. Donc, ces informations-là qui étaient moins vraies avant au niveau d'un Active Directory local, ici, elle prend tout son sens parce que finalement, cette information-là va nous suivre, que ce soit dans Outlook, dans Teams, dans Planner, dans toute la suite Microsoft 365. C'est sûr. Totalement d'accord avec toi. Et peut-être donc on pourra en parler des heures. Les fondations, de toute façon, chaque pilier là, c'est infini. Donc on doit dire plein de choses. Donc évidemment, on peut se reparler pour chacun de ces points-là si vous avez des questions. D'ailleurs, je vois qu'il y a eu des questions dans la conversation. On y répondra à la fin. On prendra le temps de répondre à toutes les questions, bien sûr. Donc je passe à la deuxième partie. Donc une fois qu'on a des fondations solides, c'est bon. On a rangé la chambre, les documents sont dans le cloud, on a créé un entrée ID, on a mis des règles de sécurité, ça tient la route. Ensuite, comment on fait en sorte que les gens adoptent Microsoft et comment on fait en sorte d'embarquer toute la compagnie, ce qui est l'enjeu majeur en général. Donc, pareil, je me tourne vers toi, Pascal, parce que je sais que c'est des sujets que tu vois souvent. Comment tu fais ça?